Bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, la vidéo numéro 5 pour la classe de 4e. Je vous rappelle que ces vidéos ne sont pas faites pour être vues en entier. Ce sont des vidéos qui sont faites pour rattraper les absences. Si vous avez été absent, vous pouvez savoir ce qui s'est passé pendant le cours en vous reportant au cahier de texte numérique où j'indique quelles sont les parties de cette vidéo qui ont été vues en classe. Donc à ne pas regarder en entier. Nous avons commencé avec vos camarades cette vidéo et ce document qui s'intitule La rendición de Granada, ce qui veut dire la reddition de Grenade. Alors Grenade, attention, c'est une majuscule, c'est une ville du sud de l'Espagne qui a été la capitale du dernier royaume musulman de la péninsule ibérique. La reddition, peut-être que ce mot en français ne vous est pas familier, c'est le fait de se rendre quand on a perdu une bataille. Nous allons donc voir comment s'est passée cette reddition de Grenade à la fin du Moyen-Âge, puisque nous avons vu qu'il y avait eu plusieurs peuples qui s'étaient installés sur la péninsule ibérique, les Celtibères, puis les Carthaginois, puis les Romains, puis les Visigoths, enfin les musulmans, et ces musulmans avaient laissé un certain nombre de royaumes chrétiens au nord de la péninsule ibérique, et ces royaumes chrétiens ont décidé de reconquérir la totalité de la péninsule. Et cet épisode-là va se terminer avec la reddition de Grenade. Les objectifs de la séquence sont des objectifs culturels tout d'abord. On va voir donc la fin de cette reconquista, la fin de cette reconquête par les royaumes chrétiens du nord de la péninsule ibérique. Et nous étudierons également nous verrons un petit peu ce qu'était la ville de Grenade et le royaume de Grenade, qui est le dernier royaume musulman de la péninsule ibérique. Vous avez au-dessous une photo de l'Alhambra, qui est le palais du roi musulman de Grenade, un monument réellement extraordinaire. J'aurai l'occasion, ou j'ai eu l'occasion de montrer un certain nombre de vidéos là-dessus en classe très probablement. Et vraiment, c'est vraiment un des sites touristiques les plus vus, les plus visités au monde, tellement c'est extraordinaire. Donc on aura l'occasion de nous intéresser, de s'intéresser à tout ça. Il y a aussi des objectifs linguistiques, autrement dit de la grammaire. Et nous avons vu, ou nous verrons avec vos camarades, l'imparfait l'imparfait de l'indicatif, et le plus que parfait. Nous verrons également la situation dans l'espace, parce que nous allons en avoir besoin, puisque nous allons travailler sur un tableau, et il faudra être capable de préciser de quelle partie du tableau nous parlons. Vous avez ici en fond d'écran une pièce du palais de l'Alhambra, donc une pièce avec un style tout à fait musulman. Les décors, ce sont des azulejos, c'est-à-dire des carreaux de faïence avec des décors multiples, énormément de couleurs qui recouvraient l'intégralité de ces murs. Et il s'agit bien entendu ici d'une pièce d'apparat qui est faite pour impressionner. Nous allons travailler sur un événement historique. Alors, quand je dis événement en français, en espagnol, ça se dit acontecimiento. Representación de un acontecimiento histórico en un cuadro, dans un tableau. Alors, ce que vous avez au-dessous n'est pas un tableau. Alors, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, tout dépend de l'écran sur lequel vous regardez cette vidéo. Il s'agit d'un photogramme, c'est-à-dire d'une photo tirée d'un film espagnol, d'un film ou d'une série d'ailleurs. Ah, j'ai oublié de vérifier, je ne me souviens plus. Et cette photo représente la reddition du roi Boabdil, roi musulman de la ville de Grenade, que vous voyez ici dans le fond, et il se rend au roi catholique, le roi Fernando de Aragon et la reine Isabelle de Castilla. Les deux rois, enfin le roi et la reine sont mariés, et de leur union naîtra l'Espagne. Et donc vous voyez que l'Espagne va naître de manière assez tardive. Pendant très longtemps, on ne pourra pas parler à proprement parler d'Espagne. On parlera des royaumes de Portugal, de Castille ou d'Aragon.
et l'union de la Castille et de l'Aragon donnera plus tard l'Espagne. Donc ce photogramme d'un film en fait s'inspire très fidèlement d'un tableau du 19e siècle que vous voyez apparaître ici. C'est une claire référence à ce tableau et nous allons étudier ce document. Alors c'est un document extrêmement détaillé, il y a énormément de choses et il faut savoir à quoi sert le commentaire d'un tableau. En fait, nous allons essayer de tirer des informations cachées, sous-entendues, dans le tableau, qui ne sont pas immédiatement visibles. Et on va éviter aussi de se perdre dans le tableau avec la multitude de détails qu'il peut y avoir et qui pourrait faire que le commentaire de ce tableau serait complètement désordonné ou trop long. Alors la méthode que je vous propose, elle est très simple, elle repose en 3 questions. Vous choisissez un élément du tableau, par exemple la maison qui se trouve ici, et je pose une première question, qui est la question quoi ou qu'est-ce que, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est. Donc vous donnez la réponse. Comme ça, nous savons tous de quoi nous parlons exactement. Ensuite, une fois qu'on a nommé cet élément-là, je vais poser la question comment, c'est-à-dire la question comment, c'est-à-dire comment est représenté ce document dans le tableau. Ces 2 questions, ce sont des questions de description. Je cite un élément, je le décris, mais décrire le tableau ne sert à rien, autant le regarder directement. C'est pour ça que la 3e question est particulièrement importante, parce qu'avec cette 3e question, avec les réponses à cette 3e question, vous allez apporter des informations qui ne sont pas forcément évidentes quand vous regardez le tableau sans trop y réfléchir. C'est pour ça d'ailleurs que cette question est sur un fond différent, un fond rouge, et je vais vous demander por qué. Je vais vous demander pourquoi cet élément est dans le tableau, et je vais vous demander aussi pourquoi il est représenté de cette façon-là. Et quand nous aurons répondu à cette dernière question, pourquoi, nous aurons créé une analyse du document, un commentaire complet. Le commentaire de tableau, vous avez 2 parties. Vous avez une partie description, qui est indispensable pour savoir de quoi on parle, pour insister sur certains aspects de cet élément. Et ensuite, l'analyse répond à la question pourquoi, et la réunion des deux, de ce qui est sur fond bleu et de ce qui est sur fond rouge, crée ce qu'on appelle un commentaire. Alors, la question pourquoi permet d'apporter des informations qui ne sont pas évidentes au premier abord, mais elle a également une fonction de tri. Ça vous permet, dans un tableau aussi fouillé c'est indispensable, ça vous permet d'éliminer un certain nombre d'éléments dont vous n'avez pas besoin de parler. Par exemple, au hasard, et je ne dis pas que ce soit forcément impossible d'en parler, vous pouvez parler, pour répondre à la question qu'est, du ciel. Bon, vous citez, je vais parler du ciel. Ensuite, vous expliquez comment est peint le ciel, avec du bleu, ça semble normal, et quelques nuages par-dessus, pas mal de nuages. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a le ciel dans ce tableau? Pourquoi est-ce qu'il est représenté comme ça? Alors là, très franchement, je n'ai pas particulièrement de réponse à la question pourquoi. Donc, je ne parlerai pas du ciel dans le commentaire de ce tableau. J'ai éliminé un élément qui ne me semble pas indispensable. Donc ça, cette question pourquoi, elle vous permet d'éviter de vous perdre dans la description d'éléments qui n'ont peut-être aucune importance. Présentation. Donc avec vos camarades, nous avons fait la présentation du document. Attention à l'orthographe de présentation et à la prononciation. On ne zozote pas et il y a un C. Donc voici le tableau. Et j'ai demandé comme première question, quel tipo de documento estudiamos? Quel type de document étudions-nous? Il faut dire des choses basiques comme ça. J'ai demandé ensuite le nom du peintre. Attention, le mot nombre veut dire le nom. Qual es el nombre del pintor? Et j'ai agrandi le bas du tableau. Vous n'imaginez pas à quel point. Le nom apparaît ici. Alors je suis bien conscient que ce n'est pas forcément très lisible, raison pour laquelle je vous ai donné une version plus claire. L'auteur, dont vous avez un autoportrait ici, s'appelait Pradilla. P-R-A-D-I-L-L-A. Son prénom,
ici vous avez un F très ouvragé mais qui se voit difficilement, c'était Francisco. Son nom complet, c'était Francisco Pradilla y Ortiz. Bon, là, il n'a pas l'air très souriant, déjà sans doute un petit peu âgé. Donc j'ai pris un autoportrait de lui plus jeune. Oui, je sais, il n'est pas beaucoup plus souriant, mais il a une belle moustache et des petites lunettes. Alors, j'ai demandé ensuite à vos camarades, le tableau a été terminé à quelle date? El cuadro ha sido terminado en qué fecha? Le mot fecha signifie la date. Alors, la date qui se trouve ici, je l'ai mise en plus grand là, mais ça n'est pas forcément très lisible, donc j'ai rajouté la date en plus lisible, 1882. 1882. Si vous avez du mal pour écrire ce chiffre ou pour le dire à haute voix, vous pouvez vous reporter à la leçon de grammaire sur la numération dans la playlist minimum de survie grammaticale que vous trouverez sur la chaîne YouTube. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est répondre à ces 3 questions à l'oral, histoire de vous entraîner. Ouh, il est bien petit le tableau. Ah, petite précision, je vous ai mis le nom complet en bas du peintre, Francisco Pradilla y Ortiz, avec ses dates de naissance, 1848, et ses dates de mort, 1921. Vous voyez qu'il est à cheval sur 2 siècles, et avec des types de peinture forcément très différents. J'ai demandé à vos camarades que representan los cuadros, que représentent les tableaux. Parce que pour l'instant il n'y en a qu'un, mais j'en ai rajouté d'autres. Donc ici, tout à fait à droite, un portrait que vous connaissez déjà. Mais j'ai rajouté également ce grand tableau, qui est une représentation d'un événement historique du Moyen-Âge espagnol. Vous voyez qu'il y a des styles assez différents. Un tableau très précis dans dans la représentation, et là quelque chose de beaucoup plus flou d'une certaine manière. Autre type de tableau qu'il a fait, vous avez ici un paysage d'Italie, parce qu'il a beaucoup voyagé, c'était à la mode chez les peintres de voyager à l'étranger. Et vous avez un dernier tableau ici beaucoup plus officiel, d'une dame de la haute société espagnole, avec des habits extrêmement riches et un milieu qui en impose. Donc voilà, là vous avez, à travers ces 1, 2, 3, 4, 5 tableaux, vous avez une idée du style et des sujets de Francisco Pradilla y Ortiz. Et j'ai demandé à vos camarades, en une phrase, d'expliquer ce que représentaient ces tableaux, puisque vous avez ici différents styles, des tableaux historiques, des tableaux de paysages, des portraits et des autoportraits. Alors, ensuite, nous avons vu cette grande carte de la présence musulmane en Espagne en l'an 711 après Jésus-Christ. Vous voyez que la péninsule ibérique, je dis en Espagne, la péninsule ibérique est entièrement musulmane, à l'exception du petit royaume des Asturies qui se trouve ici tout à fait au nord, et qui était protégé en réalité par des montagnes assez élevées, de même que ici de ce côté-là, les Pyrénées faisaient la frontière entre le royaume musulman ici et l'empire de Charlemagne. Et j'ai demandé à vos camarades quand les musulmans étaient arrivés dans la péninsule. Je vous conseille de répéter la question juste après moi. Cuando habían llegado los musulmanes a la península? Vous faites pause et vous répétez à voix haute. Et vous répondez également à l'oral. Ensuite, question numéro 2. Quel était l'autre royaume de la péninsule en l'an 711? J'avais marqué 911 au départ, j'espère que j'aurai pensé à corriger. Il s'agit bien de 711. Vous répétez après moi. ¿Cuál era el otro reino de la península en 711? Vous faites pause et vous répétez. Question numéro 3, avec une succession de cartes, il faudra peut-être que vous reveniez en arrière, ça vous permettra de voir l'évolution de la reconquête, de la reconquista, et je vous demande quels étaient les royaumes de la péninsule en 1304. ¿Cuáles eran los reinos de la península en 1304? Vous faites pause et vous relisez ça à voix haute. Vous pouvez remarquer que autant
à l'époque le Portugal existe, autant là, il manque un pays qui n'existe pas encore. Il existera finalement assez tardivement. Ensuite, c'est ce que je vous demande justement, quel pays n'existait pas? Vous répéterez après moi, que país no existía? Vous faites pause et vous répétez. Et je termine, je crois, non, il me reste un petit peu de place, ça doit être l'avant-dernière question. Quand se terminait la reconquête? Alors vous pouvez le laisser en espagnol quand vous traduisez en français. Quand se terminait la reconquista? Vous répétez après moi. Cuando terminaba la reconquista? Pause et lecture de la question. Vous avez une date qui est apparue ici. Encore une fois, vous aurez peut-être intérêt à consulter la playlist sur la numération pour pouvoir dire 1492. Et ici, une action des royaumes du nord de la péninsule contre le royaume de Grenade. Sachant que Granada, c'est à la fois le nom du royaume et le nom de sa capitale. Et enfin, ¿cuánto tiempo había durado? Combien de temps avait duré la reconquista? Je n'ai pas eu la place de le mettre. Vous répétez après moi. ¿Cuánto tiempo había durado? Pause et lecture à voix haute. Je vous ai mis ici la date de début de la Reconquista et la date de fin. Alors maintenant que vous avez vu tout ça, vous pouvez répondre oralement à toutes ces questions, histoire de revenir en cours en ayant bien intégré tout ce qui a été vu, et vous pourrez bien entendu me poser des questions si jamais vous avez eu des difficultés. Alors vous avez ici une image GIF qui vous montre les progrès de la reconquête. Alors elle a commencé à peu près au début, là vous avez 790, et vous voyez que le mot Espagne n'apparaît nulle part. Léon, Castilla, Aragon, Catalunya, Portugal. Donc vous voyez que l'Espagne, jusqu'en 1492, n'existe pas. Vous avez différents royaumes. Par contre, le Portugal, lui, vous allez voir qu'il va exister finalement assez tôt, il va apparaître ici dans le nord, et ça va être le premier pays d'Europe à avoir ses frontières définitives, c'est-à-dire dès le Moyen-Âge. J'enlève cette carte pour vous en présenter une autre. Alors j'ai mis cette flèche-là à cet endroit-là, de cette couleur-là, parce que la carte qui va apparaître, c'est pareil, c'est une carte GIF, alors j'espère qu'elle commencera à la bonne date, et je vous demande de surveiller le royaume qui va apparaître ici et qui va être de cette couleur-là. C'est ce royaume-là qui donnera naissance à l'Espagne et c'est dans ce royaume que va naître l'espagnol que vous êtes en train d'apprendre. Donc je vous laisse regarder cette vidéo. N'hésitez pas éventuellement à faire pause si jamais il y a des parties de la carte qui vous intéressent. On commence bien au bon moment, l'an 1050 après Jésus-Christ, 1100, vous voyez que la Castille progresse, 1200, et ici le royaume de Grenade qui reste pendant un certain temps et qui va disparaître. Et vous voyez des traits de la même couleur que le castillan qui gagnent un petit peu partout parce que la langue espagnole, castillane, va s'imposer. Et nous avons vu l'ensemble de ces deux images GIF. Ah, malheureusement, elles ne sont pas tout à fait synchrones, c'est dommage. Donc vous voyez ici ce castillan qui prend de plus en plus de place et qui est l'autre nom de l'espagnol. Présentation de la escena, présentation de la scène. Oui, on va rester d'abord assez flou et assez large. Donc le tableau en général. Et j'ai demandé à vos camarades quel est le nombre de la ciudad, quel est le nom de la ville. La réponse est simple, c'est Granada. J'ai réussi à trouver, et je l'ai placé fort adroitement ici, le drapeau du royaume musulman de Grenade. Vous pouvez voir que c'est écrit en arabe, et probablement qu'il est écrit dessus le nom de la ville, mais je n'en sais rien, je ne suis pas capable de le lire. Ensuite, j'ai demandé à vos camarades quiénes eran, qui étaient les gens qui se trouvent à gauche. Réponse, los musulmanes. Alors j'utilise le terme musulman, je vais désigner les gens par leur religion, parce qu'en réalité, si je désigne par les noms de peuples, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Donc en simplifiant, j'ai utilisé les religions. C'est d'ailleurs la même chose de l'autre côté. Quienes eran, de qui étaient-ils? Eh bien, il s'agissait de chrétiens. Se trataba de cristianos, puisque vous avez à la fois des Castillans et des Aragonais, c'est-à-dire du royaume d'Aragon. Et enfin, je demande, pour clôturer le tout, que representa el cuadro? Que représente le tableau? Comme ça, on sait de quoi on parle. Si vous vous adressez à quelqu'un qui n'a pas le tableau sous les yeux, il se fait déjà une idée générale du tableau représenté. Rendition de Granada 1492. Comme par hasard, 1492, c'est aussi l'année où Christophe Colomb va découvrir l'Amérique. Petit aparté historique, les rois catholiques qui se trouvent ici, derrière le A et ici, les rois catholiques vont gagner une petite fortune grâce à la conquête du royaume de Grenade, ce qui va leur permettre de financer l'expédition de Christophe Colomb vers l'Amérique, enfin vers ce qu'ils croyaient être l'Inde au départ et qui s'est avéré être l'Amérique, mais on aura l'occasion d'en reparler. On va maintenant étudier des parties du tableau, pour que ce soit plus simple. Et on va commencer par el grupo musulmán a la izquierda, le groupe musulman à gauche. Donc grâce à des effets spéciaux extrêmement élaborés, j'ai mis en noir et blanc la partie que nous n'étudions pas et j'ai laissé en couleur la partie qui nous intéresse. J'ai demandé à vos camarades qui avait perdu la guerre. Quien había perdido la guerra? Quien había perdido la guerra? Vous faites pause et vous répétez à voix haute. Ensuite, de quel côté étaient représentés les musulmans? De quel lado están representados los musulmanes? Vous faites pause et vous lisez à voix haute. Oui, j'insiste sur le côté parce que ce n'est pas quelque chose de tout à fait innocent. Quel espace occupe-t-il comparé avec les chrétiens? ¿Qué espacio ocupan comparados con los cristianos? Vous faites pause et vous lisez à voix haute. Alors j'ai mis des carrés autour de chacun des deux groupes pour que vous voyez bien la différence entre les deux. Et là encore, ça n'est pas un hasard. Et enfin, une question sur fond orange ou rouge, c'est difficile, couleur brique. Oui, couleur brique, ça me semble pas mal. Vous avez cette question sur fond brique. Pourquoi sont-ils à gauche et pourquoi occupent-ils moins d'espace? ¿Por qué están a la izquierda y ocupan menos espacio? Vous faites pause et vous lisez la question. Et là, quand vous aurez répondu à cette question, votre réponse sera une analyse du tableau. Et vous permettrez à quelqu'un qui ne connaît pas bien le tableau, ou qui ne s'y connaît pas en peinture, de comprendre pourquoi est-ce qu'on a représenté le groupe musulman à gauche, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas mis à droite. C'est pas tout à fait un hasard. Et je m'excuse auprès des gauchers, ce n'est pas ce que je pense du côté gauche, mais c'est simplement comme ça que c'est considéré traditionnellement, en tout cas dans le monde de la peinture. Et maintenant, logiquement, on va étudier el grupo cristiano a la derecha. Et j'ai posé à vos camarades la question suivante. Qui avait gagné la guerre? Quien había ganado la guerra? Vous faites pause et vous lisez la question à voix haute. Je pense que c'est assez évident. De quel côté étaient représentés les chrétiens? De quel lado están representados los cristianos? Vous faites pause et vous lisez à voix haute. Je suis en train de penser que... comment est-ce que j'ai traduit ça? J'ai dit étaient ou sont? Oui, de quel côté sont représentés les chrétiens? Et oui, parce que c'est le présent, c'est le tableau que vous avez sous les yeux. Donc ça n'a pas à être à l'imparfait. J'espère que je n'ai pas fait la faute dans la traduction française. Question numéro 3. Vous retrouvez des choses que vous connaissez. Quel espace occupe-t-il comparé aux musulmans? ¿Qué espacio ocupan comparados con los musulmanes? Vous faites pause et lecture à voix haute. Et enfin la question sur fond rouge. Pourquoi sont-ils à droite et pourquoi occupent-ils plus d'espace? ¿Por qué están a la derecha y ocupan más espacio? Vous faites pause et vous lisez ça à voix haute. Une fois que cette lecture est terminée, eh bien vous allez pouvoir répondre oralement à toutes ces questions. Et bien entendu, si vous avez eu un problème, vous pouvez m'en parler à votre retour en classe.
On va s'intéresser maintenant à une toute petite partie du tableau, mais qui est peut-être la plus importante. On va s'intéresser aux trois rois, los tres reyes. Alors, le mot roi au singulier s'écrit R-E-Y, et le Y ici est considéré comme une consonne. Donc, pour le mettre au pluriel, on rajoute ES, los tres reyes, que j'ai laissé en couleur. J'ai demandé à vos camarades comment se llamaban los tres reyes. Vous lisez la question à voix haute après avoir fait pause. Donc, comment s'appelaient les trois rois? Vous allez me dire, mais pour répondre, ça ne va pas être facile. Vous n'avez pas forcément les connaissances historiques qui correspondent. Bien entendu, vos camarades en classe non plus, donc je les ai aidés. Vous avez ici à gauche le roi Boabdil, roi musulman de Grenade, avec des représentations. Alors attention, hein, ce ne sont pas des portraits de l'époque. Là, vous avez l'acteur qui l'a représenté dans un film, et là, vous avez une statue. Il ne ressemblait probablement pas à ça, mais je trouve que c'est une illustration un petit peu plus moderne que ce qui est représenté dans le tableau, donc j'en ai profité, je l'ai mis. Ensuite, vous avez Fernando de Aragon, qui est représenté au centre, et pas de chance, il ressemblait vraiment à ça. Fernando de Aragon. Ça, c'est un véritable portrait de l'époque. Donc, il y a des chances pour qu'il ressemblait à ça. À côté, sa femme, Isabel de Castilla, qui ressemblait probablement à ça. Donc, ce sont des portraits, encore une fois, de l'époque. Et ils n'avaient pas l'air très heureux d'une manière générale. Vous avez ici leur image dans le même film que le roi Boabdil ici, là, et les deux sont appelés sous le terme de rois catholiques, los reyes católicos. Ils sont souvent désignés comme ça pour aller plus vite, plutôt que de dire Fernando de Aragón et Isabel de Castille, ce qui complique un petit peu les choses. Alors il y a d'autres portraits, il existe d'autres portraits d'Isabel de Castilla. Je ne sais pas, j'ai pas vérifié, tiens la date, je ne sais pas si ce portrait est de l'époque, mais il m'a intéressé, tout simplement parce qu'on vous a proposé une transformation de ce portrait pour voir quelle tête elle pourrait avoir aujourd'hui. Donc si on se base sur le portrait de gauche, peut-être qu'aujourd'hui elle ressemblerait à ça. Qui sait? Et je vous ai mis en dernier donc la représentation de ces trois rois dans le film. On garde le nom des trois rois, la première question qui a été posée, et j'ai demandé à vos camarades qui porte une couronne. Quien lleva una corona? Vous répétez à voix haute après avoir fait pause. Et je pense que ça reste assez évident ici. Alors, il y a une petite couronne là, parce qu'il s'agit du fils de Fernando de Aragón et de Isabel de Castilla, et qui va hériter du trône, très probablement. Et je vous demande, ¿por qué lleva una corona? Pourquoi porte-t-elle une couronne? Et là, c'est un domaine qui est sujet à interprétation selon la personne qui va répondre. Mais disons que pour vous aider, je vous ai mis une carte ici à droite avec le royaume de Castille, dont Isabelle était la reine, et vous voyez quels étaient les autres royaumes de la péninsule et leur taille. Le Portugal ici, beaucoup plus petit, et l'Aragon de Fernando qui se trouvait ici, beaucoup plus petit aussi, le royaume de Navarre, je n'en parle même pas, et le royaume de Grenade ici. Donc je vous demande pourquoi porte-t-elle une couronne? ¿Por qué lleva una corona? Vous faites pause et vous lisez cette question à voix haute. Dernière question d'analyse sur fond rouge. Pourquoi la couronne, sous-entendu, est sur ce fond? ¿Por qué esta corona? ¿Por qué está sobre este fondo? ¿Por qué está sobre este fondo? Vous faites pause et vous lisez la question à voix haute. C'est pas tout à fait un hasard d'avoir cet arbre énorme juste derrière une couronne dorée. Ça n'est pas un hasard. Et je vous demande ensuite, en vous apportant la réponse là, que voyons-nous derrière Boabdil? Alors attention, derrière en espagnol, ce sont deux mots, detrás de. Que vemos detrás de Boabdil? Vous faites pause et vous lisez la question à voix haute.
Question suivante, qui est donc une question d'analyse, puisqu'elle est sur fond rouge. Bon, j'ai fait une abréviation pour Grenade, ici, parce que je n'avais pas la place de le mettre, et j'ai demandé à vos camarades pourquoi Grenade, et derrière le roi Boabdil. Porque Granada está detrás. Vous faites pause et vous lisez la question à voix haute. C'est un excellent entraînement. Et ensuite, je vous pose une question sur un petit détail qui n'est pas forcément très visible au premier abord tellement il est petit. Je l'ai agrandi une première fois là en l'éclaircissant et je vous l'ai agrandi une deuxième fois ici pour que ce soit bien clair. Et je demande pourquoi Boabdil a une clé. Porque Boabdil tiene una llave. Vous faites pause et vous répétez la question. Mais la réponse me semble assez claire. Et de toute façon, je crois que je vous ai donné la réponse en début de vidéo. Donc voilà, là vous avez sous les yeux 3 questions qui vous permettent de décrire une partie du tableau et 4 questions qui vous permettent d'apporter des informations qui ne sont pas évidentes au premier abord. Donc c'est tout l'intérêt du commentaire de document, apporter des informations que tout le monde ne voit pas au premier abord. Bien, Isabelle et Granada. On va s'intéresser à 2 détails qui apparemment sont séparés, c'est-à-dire la reine Isabelle de Castille et Grenade, que j'ai laissé en couleur. Parce que ces 2 détails sont intéressants et ils n'ont pas été peints par hasard. C'est-à-dire que les peintres, normalement, quand ils peignent quelque chose, ils réfléchissent à ce qu'ils vont peindre, ce qu'ils vont mettre dans le tableau, à l'endroit où ils vont le mettre et à comment ils vont le peindre. Parce qu'ils vont faire passer à travers ça des messages qui vont être légèrement dissimulés. Pour quelqu'un qui connaît les codes, ça va être assez évident de comprendre pourquoi ça a été fait comme ça. Pour quelqu'un qui ne connaît pas les codes, eh bien, ils vont aboutir à un certain nombre de déductions sans forcément s'en rendre compte. Ça n'est pas comme la photo. Sur une photo, il y a des éléments qui apparaissent et qui n'ont pas forcément été choisis par le photographe, qui ne contrôle pas la totalité de ce qui apparaît dans la photo. Là, oui, et on va pouvoir le voir tout de suite. Enfin, c'est ce qu'ont vu vos camarades en classe. Quand j'ai demandé quelles sont les couleurs de Grenade, ¿cuáles son los colores de Granada? Attention, le mot couleur est masculin en espagnol. Ah, normalement, il y a une majuscule ici. Je ne sais pas si je l'aurais corrigé, mais ça, c'est PowerPoint qui me fait ça systématiquement quand je reviens à la ligne. Je me le suis marqué, j'espère que je penserai à le corriger. ¿Cuáles son los colores de Granada? Vous faites pause et vous lisez cette phrase à voix haute. Oui, c'est un entraînement nécessaire, parce que ça remplace la participation en classe. Pour vous aider, je vous ai mis ici un extrait des couleurs. Alors ce sont les véritables couleurs de la ville, puisque j'ai pris ça avec une pipette que me propose PowerPoint pour pouvoir sélectionner un certain nombre de couleurs. Donc, ce sont réellement les 2 principales couleurs de la ville. Et je vous demande quel personnage porte les mêmes couleurs. Et je vous lis ça en espagnol. ¿Qué personaje lleva los mismos colores? Et vous faites pause et vous lisez cette phrase à voix haute. Et vous voyez, j'ai refait le test avec la pipette et vous avez pratiquement les mêmes couleurs des 2 côtés. Le test est assez intéressant de ce point de vue-là. Ensuite, question sur fond rouge, donc question d'analyse. Pourquoi Isabelle les porte ces couleurs, sous-entendu. Porque Isabelle los lleva. Vous faites pause et vous lisez la question à voix haute. Voilà, alors maintenant vous pouvez répondre à ces questions oralement. Et vous voyez tout l'intérêt qu'il y a ici à remarquer un certain nombre de détails. D'abord parler de la ville et de la reine, ensuite constater que les 2 portent la même couleur, parce que qui va être la future propriétaire de la ville, à votre avis? Eh bien oui, le roi Fernando de Aragon, lui, ne porte pas les mêmes couleurs, parce que ce ne sera pas le futur propriétaire de Granada,
puisque c'est la reine de Castille qui va l'annexer à son propre royaume. Quant au roi Boabdil, ben lui, il a perdu la ville, donc on ne va pas le représenter avec les mêmes couleurs. Et si on zoome un petit peu sur la reine Isabelle, à l'endroit où se trouve Grenade, vous retrouvez exactement les mêmes couleurs. Oui, je me suis débrouillé pour que la pointe ici arrive pile au bon endroit, et là aussi. Moi non plus, je n'ai pas placé ce portrait qui est sorti de là. Je ne l'ai pas placé tout à fait par hasard. Et oui, si vous regardez bien, vous savez ce qu'il y a sur le tableau derrière cette couronne? Il y a la ville de Grenade. Eh bien, une année, j'ai un élève qui a fait une excellente analyse de ça. Il m'a dit, ah mais la ville de Grenade, les murailles de l'Alhambra forment comme une couronne et sont comme un rappel de la couronne de la reine Isabelle. Ce qui me semble une très très bonne interprétation de ce tableau. Peut-être que ça n'a pas été fait exprès par le peintre, mais je trouve que cette idée-là est particulièrement intéressante. On garde le même tableau et on va s'intéresser aux chevaux, los caballos. Alors je sais que chez vous, il y en a beaucoup qui aiment l'équitation, qui sont inscrits dans des clubs, et on va voir que les chevaux vont jouer un rôle particulier dans ce tableau. J'ai demandé à vos camarades qui est à cheval. Quien está a caballo? Vous faites pause et vous lisez à voix haute. Ensuite, j'ai demandé quels sont les seuls chevaux visibles. ¿Cuáles son los únicos caballos visibles? Vous faites pause et vous lisez la question. D'ailleurs, les chevaux en question, je les ai laissés en couleur. Alors oui, je sais, il y a d'autres chevaux que l'on voit un petit peu derrière, ici et là-bas au fond, mais ceux-là, ils sont tout petits, il faut vraiment faire attention pour les voir. Et celui-là, on ne voit même pas la tête, on voit juste que c'est un cheval. Et à mon avis, c'est fait exprès, qu'on ne voit pas sa tête, qu'on ne l'identifie pas. Voilà. J'ai raison, de toute façon. Ah, question d'analyse, donc une information qui n'est pas a priori visible dans le document. Le cheval est le symbole de quoi? El caballo es el símbolo de qué? Vous faites pause et vous lisez à voix haute. Oui, je suis en train de noter quelque chose, j'ai fait une faute que je vais corriger et je ne vous dirai pas où elle était la faute, parce que comme ça vous allez croire que je ne me trompe jamais. Ou encore une question d'analyse. Pourquoi les rois sont les seuls, qui sont à cheval? En français on dirait plutôt pourquoi seuls les rois sont à cheval. Porque los reyes son los únicos que están a caballo. Vous faites pause et vous prenez le temps de me lire cette question à voix haute. Comme si vous aviez été en classe, ça remplace un petit peu la participation orale et ça vous permet de vous entraîner à la prononciation et à la construction de phrases. Porque los reyes son los únicos que están a caballo, ça me semble intéressant à prononcer. Eh bien oui, quand on sait de quoi le cheval peut être le symbole, on voit toute l'importance de bien les représenter. Et si on avait représenté le cheval complet, ça aurait donné une certaine importance à ce personnage-là, alors que ce personnage n'a pas tant d'importance que ça. Et je vous pose une autre question qui est de la description, puisqu'elle est sur fond clair. Pour l'instant, je n'en tire pas de conclusion. Je vous demande quel cheval semble plus grand. Je dis bien semble. Ça donne « Que caballo parece más grande ?» Vous faites pause, vous lisez la question à voix haute. Et vous avez la fameuse question d'analyse sur fond rouge, « Por qué ?» C'est-à-dire, pourquoi ce cheval semble plus grand. Ça n'est pas un hasard, encore une fois. Celui-là est moins grand, mais il reste plus grand que le cheval du roi musulman. Il occupe plus de place malgré tout. Tiens, j'aurais pu faire quelque chose aussi sur la position de la tête des chevaux. Oui, il y aurait quelque chose à faire. Mais bon, ce genre de tableau, vous pouvez faire des analyses pratiquement à l'infini. Los pajes, c'est-à-dire les pages, ceux qui sont au service des rois
et qui s'occupent en particulier de leurs chevaux. J'aurais pu utiliser le terme palefrenier, mais non, là je pense que le mot page convient mieux. Donc celui de la reina Isabel, del rey Fernando, del rey Boabdil. Et ces personnages-là sont très intéressants. Ils n'ont pas été placés là par hasard, on les voit très bien et c'est fait exprès. Pourquoi? Eh bien, c'est ce qu'on a vu avec la première question. Que font les trois pages? Que hacen los tres pajes? Vous faites pause et vous lisez à voix haute. Oui, ils font tous la même chose. Hein, on voit ici, voilà, et on voit encore mieux ici. Et ça n'est pas un hasard. Question suivante de description. Que fait le page musulman? Que hace el paje musulman? Vous faites pause et vous lisez à voix haute. Je vous ai mis une petite flèche pour bien préciser les choses. Question d'analyse sur fond rouge. Le cheval est le symbole de quoi? El caballo es el símbolo de qué? Vous faites pause et vous répétez à voix haute. Et question numéro 2 d'analyse. Qui s'incline à travers le page musulman? Alors là, vraiment, je vous vends la solution tellement c'est facile. Hein, je vous explique. Hop, il s'incline. On suit la connexion. Pof, connexion avec le cheval. Hop, là, connexion avec Boabdil. Vous voyez le trajet? Hop. Donc, ¿quién se inclina a través del paje musulman? Vous faites pause et vous lisez la question. Nouvelle question de description. Oui, mais vous voyez qu'il y a de la place ici pour une petite analyse. Vers où? Alors, donde tout seul, ça veut dire où. A donde, vers où. Vers où regardent les pages chrétiens. A donde miran los pajes cristianos. Vous faites pause et vous lisez à voix haute. La dernière question. Ah non, c'est pas la dernière question. Parce que j'ai débordé de ce côté-là. Il me semble que pour faire joli, j'ai posé une autre question ici. Et je vous demande, c'est une analyse, donc une interprétation, donc tout le monde n'a pas forcément la même interprétation. Je vous demande, pourquoi regarde-t-il directement Boabdil? Porque miran directamente Boabdil. A Boabdil, pardon, je répète. Porque miran directamente a Boabdil. Je vous demande de faire pause et de lire à voix haute. Pendant ce temps, je corrige une petite faute. Pourtant, je l'ai relu 36 000 fois. Mais on trouve encore des fautes. Bien entendu, vous ne serez pas au courant de la faute. Dernière question d'analyse. Pourquoi ne s'incline-t-il pas devant Boabdil? Porque no se inclinan. Non, pardon, j'ai dit une bêtise, j'ai mal lu, parce que j'étais en train de faire autre chose. Non, j'ai posé comme question à vos camarades, pourquoi Boabdil ne s'incline-t-il pas? Ah, il faudrait que je fasse un peu attention, c'est quand même moi qui ai préparé le diaporama. Porque no se inclina Boabdil? Pause et vous lisez à voix haute. Eh oui, pourquoi ce sont les pages, pourquoi c'est son page qui s'incline et pourquoi lui ne s'incline pas? À voir selon les interprétations des uns et des autres. Donc nous retrouvons ici notre tableau parce que nous allons étudier el trasfondo, c'est-à-dire l'arrière-plan. Et cet arrière-plan est un petit peu particulier. Je vous demande, enfin j'ai demandé à vos camarades, que voyons-nous au fond à droite? Que vemos en el fondo a la derecha? Et vous répétez après avoir fait pause. Oui, j'ai encore trouvé une faute. Question numéro 2. Que vemos en el fondo a la izquierda? Que voyons-nous au fond à gauche? Alors là, faites attention à la prononciation du mot izquierda. Hein, vous allez répéter maintenant. Que vemos en el fondo a la izquierda? Pause et lecture à voix haute. Et question d'analyse tout de suite. Quelle impression donnent ces fonds? Que impresión dan esos fondos? Et vous lisez après avoir fait pause. Oui, comme quoi vous voyez, on a pu parler
de ces 3 arbres crevés ici, 3 ou 4, je ne vois pas bien, et là de ce côté de ces lances. Et les deux se répondent et jouent un rôle. Question de description maintenant sur un détail qui se trouve cette fois-ci à l'avant, au milieu du tableau. Alors ce sont des détails qui n'occupent pas beaucoup de place, mais qui sont bien placés et pas par hasard. Alors il y en a un que je vous ai mis en plus grand ici. J'aurais peut-être dû mettre celui-là parce que c'est pas forcément facile à voir. Je pense qu'en classe j'ai dû zoomer sur cette partie de l'image. Que voyons-nous au fond dans le centre? Que vemos en el fondo en el centro? Vous faites pause et vous lisez à voix haute. Je vous demande, et en posant cette question, j'apporte une réponse à la question précédente. Où est la croix? Donde está la cruz? Vous faites pause et vous lisez à voix haute. Ce qui me permet d'aboutir à la question d'analyse. Pourquoi la met-il en relief? Poner de realce veut dire mettre en relief. Effectivement, la croix est mise en relief. C'est un peu le contraire de la couronne. Vous vous rappelez que la couronne était claire sur fond foncé. Là, vous avez une croix foncée sur un fond clair. Ce n'est pas un hasard. Porque la pone de realce? Vous faites pause et vous lisez à voix haute. Je crois qu'on est arrivé au bout des questions, du commentaire, avec la partie description sur fond clair, la partie analyse sur fond rouge. Vous pouvez maintenant répondre oralement à ces questions. Et personnellement, je suis persuadé que le fait d'avoir placé ici la croix bien en relief et au-dessus du cheval de la reine n'est pas tout à fait un hasard. Et ce groupe de religieux ici, en fait, mis à part le page, ce sont eux qui sont en tête du groupe chrétien. Alors ils sont à la fois en tête et à la fois en retrait. Si on regardait la scène de haut, celui qui serait en tête, ça serait Fernando de Aragon et éventuellement Isabel la Católica, et eux seraient un petit peu plus en retrait, mais là sur le tableau, à cause de la perspective, ils sont placés devant, mais en petit. Ah, c'est plein de nuances et de subtilités tout ça. Alors, el personaje más grande. On va étudier le personnage le plus grand du tableau. Enfin, celui qui semble le plus grand. ¿Quién es el personaje más grande? Vous faites pause et vous lisez à voix haute. J'en ai éclairé 3 ici, mais en réalité, bien entendu, je parle de celui-ci. C'est lui qui a l'air d'être le plus grand sur le tableau. ¿Dónde está? Où se trouve-t-il? Que lleva en su ropa? Vous faites pause et vous lisez à voix haute. Une phrase qui signifie que porte-t-il sur ses vêtements, sur sa tenue. Le mot ropa est singulier en espagnol. Et je vous ai mis ici en grand l'écusson actuel de l'Espagne. Ici. Et vous voyez, on retrouve un petit peu la même chose. Là, vous avez une ville fortifiée, comme l'Alhambra ici au fond, et cette ville fortifiée ressemble quand même furieusement à une couronne. L'interprétation de cet élève me semble tout à fait intéressante. Alors là, vous avez en fait plusieurs blasons qui sont mélangés. Vous avez Castilla et Léon, et là vous avez Aragon et Catalunya qui sont représentés, si je ne me trompe pas. J'ai un petit doute sur celui-là. J'ai demandé ensuite à vos camarades pourquoi c'est le plus grand, pourquoi ce personnage est le plus grand, et pourquoi est-il au premier plan. En fait, c'est le plus grand, il est au premier plan pour la même raison. Alors là, vous prendrez le temps pour la lire, cette question. ¿Por qué es el más grande? Y ¿por qué está en primer plano? Vous faites pause et vous prenez le temps de me lire cette question double à voix haute. Encore une fois, il n'est pas placé comme ça par hasard. Deuxième question, qui est un peu la réponse à la question antérieure. Pourquoi le met-il en relief? Porque lo pone de realce. Oui, en fait, il aurait pu mettre un drapeau aussi, ça aurait été la même chose. Mais il a préféré mettre ce personnage.
Ah, petite indication supplémentaire, là, il y a quelque chose qui a été rajouté sur le blason de l'Espagne. Cette plante, c'est une grenade, c'est-à-dire c'est le dernier territoire qui a été rajouté à l'Espagne suite à la conquête de ce royaume par les rois catholiques juste au-dessus. On va s'intéresser maintenant à un élément particulièrement passionnant qui s'appelle el lodo. Et si vous avez bien regardé les couleurs ici, oui, on va s'intéresser à la boue. Ça peut être un élément intéressant d'analyse. Alors, comment ça? Eh bien, regardez cette première question, toute simple de description, puisqu'elle est sur fond blanc. Que voyons-nous sur le sol au premier plan? Que vemos en el suelo en primer plano? Vous faites pause et vous lisez la question à voix haute. Bon, si vous avez vu les précédentes diapositives ou si vous avez été en classe pour les précédents cours, l'apparition de l'expression en primer plano, déjà vous devez comprendre pourquoi on va parler de la boue. C'est que forcément c'est important. Et tout de suite l'analyse. Que marquent les traces de roue? Qu'est-ce que ça marque entre les deux groupes? J'ai du mal. Que marca entre los dos grupos? Lecture à voix haute après avoir fait pause. Mais ça n'est pas fini. Que sugiere a propósito de los musulmanes? Qu'est-ce que ça suggère à propos des musulmans? Alors cette question-là, qu'est-ce que ça suggère à propos des musulmans? Les traces dans la boue ici, qu'est-ce que ça suggère à propos des musulmans? Que sugiere a propósito de los musulmanes? Vous faites pause et lecture à voix haute. Bon, je vous dis, rien n'est fait au hasard dans ce tableau, à mon avis. Et la question parallèle, en quelque sorte, qu'est-ce que ça suggère à propos des chrétiens? Que sugiere a propósito de los cristianos? Vous faites pause et vous lisez ça à voix haute. Bien, alors vous avez ici une photo de l'Alhambra, qui était à la fois un palais et une forteresse musulmane. Donc vous voyez que on est au sud de l'Espagne, mais vous avez quand même de la neige et des zones très très montagneuses. D'ailleurs, la ville de Grenade est placée sur des montagnes, c'est très très vallonné. Alors c'est un bâtiment, enfin c'est un ensemble de bâtiments d'origine musulmane, bien qu'ils aient rajouté un certain nombre de bâtiments chrétiens par la suite, ici par exemple un palais ou une église là, mais l'ensemble reste quand même très largement d'inspiration musulmane. Le palais en question était tellement extraordinaire pour les rois chrétiens qu'ils ont décidé de le conserver parce qu'eux-mêmes ne possédaient pas l'équivalent. Donc ils ont vraiment décidé de garder ce qu'ils considéraient comme une merveille architecturale. Là, vous avez une autre partie de ce palais forteresse. Ce sont les jardins du Generalife, qui était un petit palais qui se trouvait à part, qui est vraiment très très beau. Quand on y va à la belle saison, c'est assez extraordinaire. Les amateurs de Minecraft auraient de quoi faire là. D'ailleurs, je crois que j'ai vu un projet de construction de l'Alhambra en Minecraft. Je ne l'ai jamais vu fini, hein. Bon courage. Et à l'intérieur de ce palais, vous avez des cours qui sont particulièrement impressionnantes avec des fontaines, parce que maîtriser l'eau dans la civilisation musulmane était un signe de richesse et donc de pouvoir. Donc là, vous avez du côté droit un petit peu une vision de ce que pouvait être le palais du roi Boabdil, et donc vous voyez ce qu'il a perdu, sans parler du royaume qui se trouvait autour. Alors dans ce palais, vous avez des décors, comme vous pouvez le voir à la fois sur le fond d'écran et sur la photo qui vient d'apparaître en haut au centre. Vous avez ces fameux azulejos, qui sont donc des carreaux de faïence teintés de plusieurs couleurs. Vous pouvez remarquer qu'ici en décor, vous avez des écrits en arabe. On les retrouve d'ailleurs également ici ou là, un petit peu partout. Et les musulmans faisaient beaucoup de décors géométriques,
parce que dans leur religion, il était interdit ou très mal vu de faire des représentations d'êtres vivants, et alors d'êtres humains en particulier. Donc là, c'est le fond d'écran que vous avez en tout petit. Alors, il y a plusieurs autres tableaux, dont celui-là qui est un tableau de Pradilla, que vous venez d'étudier. C'est la suite en quelque sorte de ce que vous avez vu, mais on ne l'étudiera pas. Ces tableaux sont souvent intitulés El Suspiro del Moro, ce qu'on pourrait traduire par le soupir ou la lamentation du mort. Alors attention, pas M-O-R-T, c'est pas un mort vivant, mais le mort M-A-U-R-E, c'est-à-dire un habitant du nord de l'Afrique. Et il y a un avion qui vient de passer. Je ne sais pas si vous l'aurez entendu, mais on va être obligé d'attendre qu'il ait fini de faire du bruit. Donc, vous avez ici 3 tableaux qui représentent le départ de Boabdil de Grenade. Il est allé se réfugier dans l'Afrique du Nord. Et maintenant, c'est le téléphone. Je suis maudit. Ah, il s'est arrêté, heureusement. Eh ben, c'est une fin de vidéo qui n'est pas facile, je dois l'avouer. Donc voilà pour ce départ de Boabdil à travers 3 tableaux qui représentent donc ce, comment dire, ce départ assez triste de Boabdil. Et voilà, nous avons terminé cette vidéo. On se retrouve pour la suivante et en attendant, je vous souhaite bon courage.